Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Cécile, merci d'être venue témoigner. On va passer un bon moment ensemble. On a déjà commencé hors micro, mais je suis sûre que ça va être un super témoignage particulier en plus, je pense. Et donc, avant de commencer, je t'ai pas fait choisir, mais ça va être du coup, on a tellement parlé avant, je t'ai pas fait choisir sur la roue des émotions pour te donner un ordre d'idée, mais je pense que tu vas pouvoir trouver de toi-même, toute seule comme ça d'un coup, l'émotion que tu as ressentie tout de suite à la naissance de ta fille, tout de suite à l'instant même. Énormément de fierté. Ah, la fierté. La fierté. Ouais, voilà. Oh oui, ça marche bien, parce que j'étais là, je peux le dire. Ouais, c'est sûr, tu as bien raison d'être fière. Ouais. Est-ce que tu veux maintenant présenter un petit peu ta famille ? Oui. Donc, je suis maman d'un grand garçon de 18 ans qui s'appelle Axel, qui est issu d'une première union. Et je suis gentiment, amoureusement accompagnée de mon chéri Christian, avec qui nous avons eu la petite Alma, il y a 7 mois en arrière. Voilà. Donc du coup, grand écart entre les deux ? Un grand écart, ouais, mais une douce petite vie de recomposition familiale. Voilà. Trop bien. Écart, ouais. Est-ce que tu veux nous raconter rapidement l'expérience que tu as vécue pour ton premier déjà, voir si ça a parlé pour du coup la deuxième, si ça a eu des répercussions ou pas ? Bah oui. Alors pour Axel, donc ça remonte il y a très longtemps et c'était sur 7. J'avais tout juste 23 ans. Un beau bébé qui se présentait puisqu'il a fait un peu plus de 4 kilos à la naissance. Par voix basse. C'était quelque chose qui t'inquiétait ? On t'en avait parlé que ce serait On m'avait dit que ce serait un gros bébé, on m'avait annoncé 3,8 kg, mais non, ça ne m'inquiétait pas parce que j'avais eu une super grossesse, j'étais en pleine personne n'avait l'air forme. alarmant Pas du tout. Voilà, non, très bien. tout se passait très bien. On était suivis tous les mois. Enfin, j'étais pas immunisée contre la toxo, donc j'avais toutes les analyses à faire tout le temps. Ouais. Je me posais absolument pas de questions à cette époque-là. Donc j'ai gentiment suivi tout ce qu'on me demandait. Voilà, c'était à l'hôpital. J'avais un gynécologue, le docteur Ed, qui était juste fabuleux pendant toute ma grossesse, quelqu'un qui rassurait beaucoup et qui n'avait jamais de préjugés. Alors ça, c'est quand même assez magnifique pour cette profession-là. Et en fait, le jour J, mon gynécologue n'a pas pu être présent. D'ailleurs, j'ai fait la connaissance de l'autre gynécologue qu'au moment de couper le cordon, je crois, ou l'épisiotomie, je ne sais plus. Enfin bref, ça a été un accouchement très long, très douloureux. Donc tu as dit épisio ? Ouais. En fait, j'ai fait la bêtise, aujourd'hui maintenant je le sais, j'ai fait la bêtise d'aller trop tôt à la maternité. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de mobilisation du corps, on ne parlait pas de marcher, se mouvoir, les ballons et tout ça, ça n'existait même pas. Enfin, voilà, j'ai l'impression de parler d'une autre époque, c'est horrible. Ça a beaucoup évolué, hein, l'information.
Elle a beaucoup évolué, puis elle s'est répandue, l'information aussi, C'est ça. ces dernières années. Ouais. Et donc, du coup, pour Axel, j'ai eu la totale du petit toboggan. C'est-à-dire on m'a percé la poche des os parce que le travail n'était pas assez avancé, mais il fallait à un moment donné quand même qu'ils viennent. Hein. Il montrait des signes de fatigue, tu t'en rappelles Pas ou du pas? tout. Pas du tout? Non. D'accord. Il fallait percer la poche Mais des il os fallait pour avancer. déclencher. Le timing, On était nombreuses. ok. Je sais qu'on était plusieurs mamans à Ah accoucher ouais. ce soir-là. Je pense qu'ils étaient un petit peu sous tension. Ah ouais. Et donc, du coup, ça n'a pas fonctionné, mis à part d'avoir des contractions horribles. Et oui, parce Puis- que une fois la poche percée, en fait, naturellement ou pas Mhm. d'ailleurs, une fois qu'il n'y a plus de liquide, les contractions peuvent être plus douloureuses. Oui. C'est ça, et puis il n'y a plus l'amorti pour bébé, et C'est plus ça. l'amorti pour maman, quoi. Et donc de là, ils ont décidé de me faire la péridurale. Mhm. Alors j'avais fait le rendez-vous anesthésiste, etc. Mais on me l'a posé sans me demander en fait si j'étais toujours d'accord de faire ça ou... Enfin voilà. La péridurale? Ouais, comme c'était acté dans les démarches, on fait la péridurale, quoi. C'est comme ça. D'accord. Donc ils ont fait la péri. Axel ne descendait toujours pas. En fait, ils ont considéré que mes contractions ne fonctionnaient pas. Ils m'avaient installée en salle d'accouchement parce qu'il fallait absolument que ce bébé vienne. T'étais allongée sur le dos, je suppose. Allongée sur le dos, les quatre Ouais. fers en l'air, Mhm. tout ce qu'on aime, quoi. Et sans mobilisation toujours. Et pendant tout le long, en fait... Et un bébé descend pas comme ça. Et non, un bébé descend pas comme ça. Et même pire, il me disait qu'il remontait. Et que donc là, ils ont commencé un petit peu à s'affoler parce que pour eux, il y avait souffrance fœtale. Parce qu'il y D'accord. avait le cœur qui ralentissait. Ah oui, au bout d'un moment, oui. Au bout d'un moment, oui. Sauf qu'aujourd'hui, on sait aussi que pendant les contractions, le cœur du bébé ralentit potentiellement. Voilà, ça Pas toujours, mais- c'est toujours à prendre en compte dans Mm. son ensemble. Et je suis pas professionnelle de Mm. santé, pas sage-femme pour dire ce qu'il en est, mais il est vrai que ça a l'air Parfois. d'être une interprétation. Mm. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Enfin C'est voilà. ça, c'est Mais ça. il est fort probable que, mine de rien, à force d'avoir un travail long, finalement handicapé par une posture qui n'est pas favorable, C'est ça. par peut-être des contractions diminuées par une péridurale peut-être, enfin voilà, tout ça, tout plein de peut-être qui font que Plein de probablement qu'il en avait un peu assez aussi, que c'était C'est fatigant ça. pour lui, ouais, c'est clair. C'est ça. Et en fait, là, ils ont décidé de me faire une épisiotomie. Donc pareil, toujours, hein, sans me demander mon gentil accord. Hein, on D'accord. coupe parce que danger du bébé. On t'a informé du geste ou même pas? Parce qu'il y a le consentement, il y a l'information, ce sont deux Très niveaux sincèrement, différents. je me Tu te rappelle pas. Oui, oui. Ouais, c'est Je me difficile rappelle de du se rappeler. bruit du coup de ciseau, ça oui, mais je me Ah, rappelle ouais. pas. Je me rappelle pas. D'accord. Et donc du coup, quand en fait, on m'a gentiment dit comment pousser. Je me suis fait engueuler tout le long de la poussée parce que bien évidemment je sentais pas les contractions comme il fallait et la péri en fait faisait moins effet mais ça n'empêche pas que je sentais, enfin voilà, j'ai pas senti la descente de mon bébé, C'est difficile j'avais de pas pousser quand notion. tu sens rien de ton corps. C'est ça. Donc en fait, on me demandait de bloquer ma respiration, on me demandait de voilà et carrément on me disait non mais c'est pas comme ça qu'on fait quoi. Ouais. C'est pas comme ça qu'on fait. Il n'arrivera pas à descendre si vous continuez à pousser de cette manière-là. Et en fait, au fur et à mesure, il a fini par arriver, quoi. Mais du coup, on me l'a déposé très peu de temps sur mon ventre, juste le temps de couper le cordon tout de suite. Et tout de suite, ils l'ont pris pour faire les petits soins et tout ça. Et puis derrière, plus de bébé. Plus de bébé. On a attendu un bon moment avec mon ex-mari de l'époque. Et on m'a remontée en chambre. Et là, je lui ai dit, bon, il va falloir que tu cherches bébé parce que moi, je veux voir mon bébé. Et en fait, il l'avait amené en pédiatrie, sans nous le dire. Et sans nous dire qu'il avait besoin d'être un petit peu surveillé, etc. Et donc, au bout de 2 heures, on a fini par le trouver, quoi, en pédiatrie. Donc tout ce passage-là, je voulais allaiter, c'était quelque chose pour moi qui était important. En fait, on a compris quelques jours après qu'en pédiatrie, justement, il lui avait donné un biberon. Donc je rappelle juste que c'était un gros bébé. Et quand on me l'a rendu, en fait, moi, j'ai jamais eu la montée de lait, jamais. Donc Axel n'a pas beaucoup mangé, voire pas du tout les premiers jours. Et tous ceux qui passaient dans la chambre n'arrêtaient pas de me dire, mais si vous
obstinée à vouloir l'allaiter. Il finirait en pédiatrie. Là, elle est rebelote. Il est reparti en pédiatrie parce qu'il n'était pas nourri, quoi. Donc ça a été Pour faire venir une montée de lait, c'est quand même compliqué, hein. C'est pas forcément des conditions idéales, hein. déjà... D'avoir du stress, déjà d'être coupé de son bébé, hein, parce que tu as vécu ce que probablement on peut considérer identique à ce que vivent les femmes qui ont une césarienne, c'est-à-dire qu'elles sont coupées de leur bébé pendant 1 heure, 2 heures des fois, hein. Donc, et on dit à ce moment-là, il y a le fait que, ok, ils ne soient pas sortis par voie basse, mais il y a aussi le fait qu'elles soient séparées de leur enfant, qui fait que le corps n'a pas compris qu'elles avaient donné naissance aussi, tu vois. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte sur la césarienne, mais ton corps, il a peut-être pas compris que tu avais donné naissance, en fait. Ouais, je sais pas, je pense que je saurais jamais. Non, c'est Et sûr. puis comme c'était une période où ils n'étaient pas pro-allaitement, très concrètement, je les enquiquinais, je leur prenais de leur Ou temps. savent pas faire. Ouais, bon, non, ils faisaient que me proposer le biberon, quoi. Ouais. Et puis comme j'avais fait mon accompagnement par une sage-femme libérale, donc à l'extérieur de ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne leur a pas plu. Souvent, on me disait, non mais vous avez dû apprendre. Vous avez dû apprendre avec votre sage-femme libérale. Oui, mais pas tout, pas ça. Enfin, bon, bref. Et c'était donc une très mauvaise expérience. On est resté 11 jours. Waouh! Alors que c'était... En fait, avec du recul, je me dis que c'est... Non, il y a forcément eu des loupés parce que c'était un bébé qui allait bien. Moi, j'allais bien. Peut-être ce jour-là, ils étaient ultra stressés, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des loupés quelque part, ça c'est sûr, quoi. Ça c'est sûr. Et du coup, quand j'ai demandé quand on a su qu'on allait avoir Alma, j'ai demandé le dossier médical de mon fils, donc 18 ans après. On peut l'avoir, hein, assez rapidement. Oui. Et quand je l'ai montré à ma sage-femme, on a cherché où était la souffrance fœtale parce qu'a priori, il n'y en avait pas. Ou alors les conditions sur le moment, ou peut-être que tout n'a pas été retranscrit sur le papier. C'est peut-être ça. Voilà, les monitos n'étaient pas, par exemple, mais bon, il y a des questions. Il y a des questions. Et le postpartum, ça s'est passé comment, la relation avec ton bébé? Avec Axel, extrêmement bien. Ouais. J'étais en pleine forme. Très rapidement. Non, extrêmement bien. J'étais heureuse, moi, d'avoir mon bébé dans les bras. Un peu louve, personne ne pouvait le prendre. Mais non, très, très, très bien. On a toujours eu une bonne relation jusqu'à maintenant. Très fluide, très, très simple avec Axel. Bon, super. Ouais. Et donc, du coup, tu refais ta vie. Ouais. Enfin, tu changes de vie, ou je sais pas comment on dit. On change, on refait, on renaît. Ouais. Je sais pas. Et on décide, en fait, qu'on aimerait bien avoir un bébé. Chose qui était très compliquée pour moi, parce qu'à l'issue de mon premier accouchement, c'était catégorique dans ma tête, je n'en voulais plus. Je ne voulais plus subir un accouchement comme ça, je voulais plus avoir... Enfin, il avait été trop traumatisant pour moi, en fait. Ouais, c'était vraiment l'acte en lui-même qui était vraiment ancré négativement et tu voulais pas revivre ça. Ouais. Et puis, je suis de nature assez protectrice déjà avec ma famille, avec les gens que j'aime. Mais là, ça a été exacerbé, en fait. L'expérience a exacerbé cette relation, je pense aussi avec Axel, où du coup, il fallait qu'il soit dans une bulle. Et la bulle, il faut pas la déchirer. Est-ce que tu penses que du coup, ton premier accouchement a eu un impact sur la relation que tu as eue avec ton enfant derrière ou... Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'elle aurait été aussi dans la protection, mais ouais, j'avais ce besoin de le rendre sécuritaire. Voilà, qu'il se sente protégé. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Et du coup, pour ce deuxième bébé, il a fallu que je fasse beaucoup de travail sur moi par rapport au trauma passé, à me positionner vraiment sur ce que je voulais ou ce que je voulais pas. Parce qu'entre le désir d'enfant et vouloir que ça vienne et que ça est concrétisé par la grossesse, etc., c'est beaucoup d'étapes, je trouve, qu'il faut franchir et beaucoup de démons à exorciser, quoi. Donc tu as voulu faire ce travail avant de tomber enceinte ou tu l'as fait Alors je l'ai commencé un petit peu avant, ouais. avec pas mal d'introspection et de me demander le pourquoi du comment. Et c'est là où les amis sont une belle ressource aussi, en plus des professionnels.
juste parce qu'ils nous repositionnent dans l'ici et maintenant, quoi. Et que c'est une autre histoire, quelque chose de nouveau qui se présente. Et Alma a mis, on a mis pas tout à fait 2 ans, environ 2 ans pour qu'elle, pour qu'elle se niche au creux de toi. Pour qu'elle se niche au creux de moi, exactement. Parce qu'on ne voulait pas avoir d'assistance médicale. C'était, on veut un bébé, s'il vient naturellement, c'est parfait. Mais on ne voulait pas forcer plus que ça. On voulait laisser faire. Mais je pense quand même le côté psychologique qui a beaucoup joué. Beaucoup, parce que c'est au moment où j'ai lâché qu'elle est arrivée. Donc parce que tu avais quand même envie que ça arrive très fort. Ouais. Malgré le on laisse faire et tout, mais tu voulais quand même trop de peur. Et oui, c'était peut-être ambivalent aussi. C'est ça. Vouloir et en même temps d'avoir peur. C'est ça. Et puis, elle est. J'ai su que j'étais enceinte pendant la crise. On sortait de cette crise sanitaire et tout ça. Et très sincèrement, ça me faisait très, très peur. De par ce que j'avais vécu à l'hôpital, de me dire que potentiellement, là, ça allait être pire, puisque du coup, nos services de santé sont malmenés, quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui me faisait très, très peur. Tu avais peur d'accoucher dans un endroit où tu considères qu'ils sont débordés, où ils sont maltraités Exactement, ouais. Je crois que j'ai toujours peur en fait de l'endroit hôpital ou voilà, et parce que je me sens pas entendue et écoutée dans ces lieux-là. Et parce qu'il y a peut-être pas le temps non plus. Ouais, je pense qu'ils ont pas le temps. Je pense qu'ils ont pas. Comme tu dis, ils sont maltraités eux, donc c'est difficile de pas être maltraitant, même involontairement, avec autrui, quoi. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'était très, très, très important de trouver des solutions pour pouvoir accoucher autrement. De chercher quel était, toi, ton projet idéal, comment tu te sentais bien, à quel endroit, comment, avec qui, c'était ça ton projet. Et du coup, tu trouves quoi ? Ça vient comment ? Alors, du coup, au départ, on est sur Toulouse, et là, on se dit, on va faire appel à une maison de naissance, quoi. Je check un petit peu ce qu'il y a en France. Il n'y en a que 8. Ouf. Heureusement, pour nous, il y en avait une à Castres. Et là, on se dit, tant pis, on ira à Castres, quoi. Toulouse-Castres, ça se fait, quitte à prendre... Donc, on prend rendez-vous, on explique un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et puis, entre-temps, en fait, on avait juste zappé qu'on avait demandé une mutation. Donc, dans le Var, pour mon chéri. Et donc, du coup, on se dit, là, il va falloir trouver des solutions dans le Var. Sauf qu'on comprend très rapidement qu'il n'y a pas de maison de naissance dans le Var. Et où je crois qu'il y a la Cabane vers Marseille ou un truc comme ça, mais c'est pas vraiment... Si, je crois que c'est une maison de naissance, je suis pas sûre. Casa, oui, mais voilà, la Casa. Mais bon, c'est très loin de chez nous, quoi. En les ayant contactés, ils nous disent, non, dépasser 3/4 d'heure, on prend pas. Donc là, on se retrouve un peu coincés. Et en fait, en discutant avec les amis et tout, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui a accouché à la maison. Et alors c'est rigolo parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément et c'est dommage du coup. Et du coup là je me dis en fait elles ont accouché certaines il y a très longtemps, d'autres beaucoup plus récemment. Il n'y a pas eu de souci particulier. Est-ce que ça peut pas être notre solution à nous pour se sentir en pleine sécurité, dans notre sécurité à nous et pouvoir accueillir ce bébé comme on l'aimerait, quoi. Voilà. Et donc là, on a commencé à chercher quelle sage-femme pourrait nous accompagner. Et on a vite compris qu'il n'y en avait pas 50. Et d'ailleurs, l'information pour trouver est difficile, même sur les sites et tout, on ne trouve pas l'information rapidement. Et au départ, on est tombé sur une fille mais qui accompagnait les naissances, mais... d'une manière un peu, on va dire, pas vraiment cadrée. Donc c'était pas sécuritaire pour nous. On voulait vraiment être accompagnés par une professionnelle enregistrée. De santé. De santé, être quand même dans un cadre de sécurité pour nous. Et donc là, on tombe sur notre super sage-femme, notre wonder sage-femme, Valérie, qui est la seule dans le Var, en tout cas... Voilà, qui est la seule à faire ça et qui nous accueille les bras grands ouverts. Voilà. Donc là, je suis enceinte de un peu plus de 4 mois.
Voilà. Quand la rencontre se fait. Et là, tu dis c'est pour moi. Et là, on se dit, c'est carrément pour nous, il faut surtout pas qu'elle nous dise non. Et ouais, et en fait, le feeling est passé assez vite finalement. Rapidement, elle nous a parlé aussi de toi et de ce que tu pouvais nous apporter. Et je pense qu'en fait, c'est la clé, ça, de se sentir complètement en confiance avec les personnes qui nous entourent. Et c'est ce qu'offre l'accouchement, enfin en tout cas un projet d'accouchement à domicile avec des professionnels de santé hyper compétents puisque elle a eu une grosse expérience en hôpital, donc du coup elle a ce recul et cette expérience de vécu et en même temps cette écoute particulière, ce dévouement à l'extrême pour les femmes enceintes, quoi. Et ça, on le trouve pas partout. Non, c'est clair. Alors voilà, Et du coup, comment se passe la préparation ? Est-ce que tous les feux sont ouverts ? Est-ce que le dossier médical est OK ? Est-ce que tout tout se déroule sans encombre ? Alors en fait, pour avoir Alma, j'avais un gros fibrome qui était accolé à ma paroi utérine. Et on m'opère par une myomectomie. Et donc, du coup, on avait évoqué cette opération, mais c'est vrai qu'on avait... Voilà, mon erreur, c'était de ne pas avoir plus développé ça. Après, toujours suivi pour la toxo, etc. Mais en pleine forme, malgré mes 40 ans passés, une belle grossesse. Donc voilà, tout est au vert jusqu'au moment où quand même Valérie me dit ça serait bien de faire vérifier les cicatrices et tout, voir comment c'est positionné parce que là je pense que si ton utérus est touché, ça va être compliqué pour moi de faire ce suivi d'accouchement à domicile jusqu'au bout. Donc là, gros coup de bambou parce que on se dit que non, là tout notre projet est en train de partir en lambeaux et que ça va pas être possible, quoi. Je refuse totalement que ça soit pas le cas. C'est ça, je refuse complètement. Et en fait, on est obligé de faire une écho particulière et tout ça, sauf qu'à plus de 4 mois, enfin, je crois que j'étais enceinte de 6 mois à ce moment-là, on ne voit pas parce que bébé est bien en place, parce qu'il est liquide amniotique. Bon, après, il n'y avait pas il n'y avait pas de raison que ça aille pas. Enfin, il n'y avait aucun signe qui montrait que bébé ou moi pouvait avoir un problème. Mais bon, du coup, ça restait quand même dans les esprits. Et donc là, Valérie nous demande quand même comme ça se fait de toute façon dans le protocole, d'avoir quand même une maternité ou un hôpital pour nous accueillir en cas de problème ou si on change d'avis. Voilà, toujours. Ouais. Et donc, on choisit Brignoles parce que quand on compare le taux d'épisiotomie, le taux de césarienne, ce sont ceux qui pratiquent le moins. Ça reste tout petit, ils font pas beaucoup de naissances. On se dit que là c'est parfait pour nous. S'il y a pas beaucoup, c'est super, quoi. Et puis ils ont une fameuse salle physio, donc voilà, on prend contact avec eux. Très accueillant, on est même agréablement étonné de l'accueil qu'on pensait plutôt froid et en fait pas du tout. On fait une visio sur la salle d'accouchement et tout ça. Je pose toutes mes questions, toutes mes questions, auxquelles on me répond parfois un peu surpris. Mais quand même, on bug un petit peu sur cette salle physio qui n'en est pas une, en fait, puisque c'est difficile dans les hôpitaux de faire de la physiologie de A à Z, puisqu'à un moment donné, on nous parle, à un moment donné, on a de la lumière, et puis surtout, il ne faut pas accoucher dans cette salle physio, il faut aller dans la salle de travail. Et on se dit, voilà, si au pire des cas, c'est ça, il faut qu'on arrive à checker tout ce qu'il faut. Et donc, c'est là où, toi, par tes services, par ton écoute, par la méthode Bonapatier que je recommande plus, du coup, on est obligé de faire un travail sur nous, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur comment négocier. Et ça a été très, très, très bénéfique parce que je pense que si on n'était pas sorti de notre zone de confort de base, qui était pour nous évidente que ça allait se faire à la maison. Ton projet A ? Le projet A, en fait, on n'aurait pas été préparé
à un problème éventuel. Et on n'aurait pas su se faire entendre pour faire valoir nos droits. Voilà. En fait, comment être confortable? Parce qu'on sait qu'il y a des imprévus. Ça ne veut pas dire que c'est une mise en danger. Je parle d'imprévu, c'est-à-dire que le projet change parce que les bébés décident aussi. C'est ça. Donc, il peut y avoir un changement sur le jour J de projet. Comment être bien avec des changements si on est resté fermé à un projet A uniquement? Voilà, d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs, des choix qu'on peut faire pour une césarienne, d'avoir tout ça en tête, juste au cas où si on a besoin de se servir de ces outils-là. Heureusement qu'on connaît, qu'on sait faire avec une césarienne aujourd'hui, heureusement on sauve des vies, donc super, mais c'est un outil comme un autre, donc on a l'info. Et c'est comme ça qu'on le vit bien finalement. Au fur et à mesure des podcasts, on cherche à savoir pourquoi on vit bien les choses. C'est souvent lié à l'information. C'est ça. Donc là, vous avez reçu l'information en amont, vous êtes projeté finalement sur un accouchement qui peut-être se ferait finalement en structure. Et vous avez mis les pièces du puzzle. Qu'est-ce qui nous plairait dans ce projet B? Comment on peut faire qu'on le vive bien? C'est ça. Et pour nous, c'était très important d'abord d'essayer de trouver une relation de confiance avec l'équipe médicale du lieu. Parce qu'en fait, ce que je voulais surtout pas qu'ils se reproduise, c'est d'avoir X personnes qui se présentent à moi, que je connaisse pas, qui me connaissent pas, qui affluent, qui rentrent, qui sortent, finalement comme si, comme si on avait élevé les cochons ensemble, quoi. Et alors que c'est un acte ultra intime, qui demande beaucoup de réserve sur soi, sur un enfantement, c'est pas rien, quoi. C'est peut-être un acte sexuel. C'est un acte sexuel, oui. Et donc les gens ont du mal les gens en confiance autour de soi, ça paraît primordial. Ouais. C'est ça. Et puis, on a tellement l'habitude que la femme se laisse faire, montrer. Non, en fait, c'est encore mon corps, c'est encore mon bébé. Et puis, j'ai le droit de décider de comme je veux, quoi. Donc, arrive le moment... Alors, avant le moment de l'accouchement, c'est comment ça se décide, finalement? Ça se fait pas? Qu'est-ce que... C'est là où c'est extraordinaire. C'est qu'on a rendez-vous pour la première fois avec un gynéco, là-bas, qu'on ne connaît absolument pas. Je suis enceinte du 9e mois. Jusqu'alors, tout se passe bien. Les sages-femmes, là-bas, sont top. Elles commencent à me repérer et tout, donc nickel. Elles connaissent Valérie parce qu'il y a eu un premier contact aussi, donc elles savent très bien comment je suis suivie. Et là, en fait, le gynéco nous reçoit en nous disant « Bon, vous déshabillez, je vais faire une échographie, prendre des mesures, on va faire un toucher vaginal, etc. » Et donc, je la regarde, je dis « Ok, pas de souci, sauf que je ne veux pas de toucher vaginal pour aujourd'hui. » Et donc là, on nous répond catégoriquement « Vous refusez la consultation. » Alors non, on ne refuse pas la consultation, on refuse cet acte-là. Alors, j'ai su aujourd'hui, maintenant, ça c'est rentré dans les obligations d'une consultation gynécologique. Non, en fait, ils veulent que ce soit... Enfin, certains voudraient que ce soit le cas, mais ça ne peut pas être le cas, puisque chaque acte fait sur ton corps doit avoir ton consentement. Donc, non, ça ne va pas de fait avec une consultation gynéco. Non, jamais. Et donc, pour elle, oui. Voilà, oui, certaines personnes qui s'octroient certains droits, c'est pas juste. Donc, du coup, c'était une femme, donc elle regarde, elle me fait un peu de chantage affectif en me disant « Mais moi, je suis une femme, j'ai eu des enfants, je suis comme vous, je vous comprends, mais il faut me faire confiance, vous avez eu un gros bébé la première fois, là, il faut absolument qu'on vérifie, si vous avez besoin d'une césarienne, il va falloir que je sache, moi, prendre des mesures et tout. » Je dis « Mais justement, j'ai eu un premier gros bébé, elle est prévue à 3,5 kg, beaucoup moins. Puis si j'ai déjà passé un bébé de 4 kg, celle-là, normalement, pas de souci, quoi, sauf problème particulier. » Et puis elle insiste en me disant « Oui, mais quand même, vous avez eu une épisiotomie. Si je dois refaire une épisiotomie, je dis ça tombe bien, j'en veux pas d'épisiotomie. Moi, je préfère être déchirée. Donc, oui, mais quand même, au niveau sexuel, au niveau du couple. » Alors là, on se dit « Waouh, ouais, quand même, là, on a du level devant nous. » Et à force qu'elle insiste, forcément, 9 mois, je finis par pleurer. Et puis, je caresse mon ventre. Et là, elle me gronde en me disant « Non, mais là, arrêtez de caresser votre ventre, vous allez créer des contractions, c'est pas bon pour votre bébé. » Et heureusement, en fait, et là, je conseille vraiment à toutes les femmes enceintes d'être toujours accompagnées de leur chéri, n'importe quel rendez-vous, en fait, d'être toujours accompagnées, parce que nous, on est trop vulnérables.
Et là, mon chéri lui dit tout simplement, bon, bah, stop, là, on arrête. C'est notre bébé. C'est son ventre et elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc, voilà, stop. Et là, nous invite gentiment à nous dire, ok, vous allez prendre quelques minutes de réflexion, pas dans la salle d'attente parce que vous allez faire peur aux autres parents, un peu plus loin, donc dans le couloir. On pleure dans le couloir. Et là, j'appelle Valérie, je lui explique, elle me dit, non, mais si tu veux pas, on peut pas te l'obliger, tu as le droit de refuser. Entre-temps, on voit une des sages-femmes, pareil, qui me dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis, peut-être que vous la reverrez pas, cette dame-là. C'est nous qui vous accoucherons, on sera là, bon, bref. Qui vous accompagneront. Oui. Ça, on ne peut pas leur enlever. Hein. C'est trop dur. Et puis, on y retourne. Et puis, elle nous dit, bon, c'est bon, on peut la faire, la consultation. Je dis, bah oui, sans le toucher vaginal. Elle me dit, donc, vous refusez la consultation. Wow. J'écris sur le dossier que vous refusez. Wow. Et elle nous renvoie. Et puis, ça tombait quelques jours plus tard. Valérie venait à la maison pour une des dernières consultations, pour voir un petit peu la maison, parce qu'on part quand même du principe qu'on fera le maximum à la maison. De travail, oui. Et puis, et après, on partirait sur Brignoles ou ailleurs, voilà. Et donc là, Valérie arrive en mode tortue avec son gros sac à dos, avec plein de choses. Et puis, j'avais une amie à la maison ce jour-là, donc elle m'ausculte, elle me prend l'attention et tout, on discute. Et puis, elle me pose son sac avec la piscine de dilatation. Mais en fait, moi, je tilte pas que là, en fait, en gros, elle m'explique que on va installer la piscine de dilatation. Et puis, s'il faut que ça soit à la maison, il n'y a pas de problème, elle nous accompagne, quoi. Mais sur le coup, je réalise pas trop, alors je lui pose plein de questions et tout, et au bout d'un moment, je lui dis, mais donc on fait ça, on fait le travail à la maison, et puis après on part. Elle me dit, non, mais là, je peux pas te laisser partir accoucher avec potentiellement quelqu'un qui va pas te respecter ou pas t'entendre. On fait tout à la maison, on verra bien, et puis s'il y a quoi que ce soit, on garde, tu pourras être... En fait, l'idée, c'était que... le travail se fait, on accompagne, et tant que ça reste fluide, que ça se déroule comme c'est censé se dérouler, c'est-à-dire de façon... ça prend pas plus de temps que nécessaire, tu vois ce que je veux dire ? On sent que ça se déroule, que tu gravis les étapes et que, voilà, il n'y a pas d'encombre, ça traîne pas, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais... Par rapport à ton cas de figure, voilà, c'était ça son objectif. Et parce que au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure on tisse du lien, on tisse de la confiance, et mot que tu as déjà dit plusieurs fois, c'est la confiance en fait. S'il n'y a vraiment pas ça, ça peut pas marcher. Un accouchement à domicile, c'est pas comme ça, c'est spontané quand on peut pas faire autrement et que voilà, bébé a décidé que. Mais il n'empêche, quand c'est un projet de naissance vraiment réfléchi, comment on peut être sécure si on n'a pas confiance aux gens qui nous entourent, quoi. C'est valable pour l'autre parent aussi. Et voilà, pour l'autre parent aussi. Christian a été très encourageant, très à l'écoute. Et puis lui aussi voulait vraiment qu'on soit le plus possible accompagné. Et il me voulait dans une bulle, quoi. Et ça, il n'y avait que la maison qui pouvait nous l'apporter. Et au-delà de ça, moi, j'avais une peur extrême de la... Je ne sais pas pourquoi, de la transfusion, de l'hémorragie de la délivrance. On nous fait tellement peur avec tout ça que voilà. Et avec l'expérience de l'opération que j'avais eue pour le fibrome, où j'avais été auto-transfusée, j'avais très peur de ça, en fait, que ça soit vraiment le point noir. Et au fil des recherches, des questions, de la réflexion, on se rend compte qu'il y a plein de solutions qui peuvent être proposées, quand bien même ça venait à arriver. Et donc là, Valérie nous fait part, elle aussi, de sa grosse confiance en nous, puisque avec un utérus cicatriciel, c'est pas facile pour une sage-femme aujourd'hui qui accouche à domicile de soutenir jusqu'au bout dans ce cas de figure-là, tout simplement parce que c'est pas dans son intérêt qu'il y ait quoi que ce soit, quoi. Donc c'est en ça où nous on trouvait que l'accouchement à domicile était très sécuritaire, c'est parce que tout simplement elles ne peuvent pas se permettre qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe mal. C'est impossible. C'est clair. Donc, ce ne sont pas des kamikazes. Non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est pour ça que quand on nous disait « Oh, tu vas accoucher à domicile, mais t'es folle, s'il arrive quoi que ce soit », non, en fait, c'est
Pour nous, c'était tout l'inverse. Dans notre cas de figure. Vous sentiez en sécurité justement chez vous. Ouais, justement chez nous, parce qu'on savait que... parce qu'on savait aussi qu'elle était ultra équipée, que s'il y avait quoi que ce soit, on serait pris en charge très rapidement, qu'elle a tout à sa disposition, l'oxygène, elle peut préparer les perfusions, elle peut... Enfin, voilà, elle a tout ce qu'il faut. Donc non, ce sont pas des novices, quoi. Et donc, comment se passe l'accouchement ? Alors, 2 jours avant, je sens bien qu'il y a des choses qui se préparent dans mon corps, que ça commence à tirailler par-ci par-là, et des douleurs au sacrum qui sont pas très agréables. Voilà, bas du dos et sacrum. Et puis, je dis à Christian, allez, moi j'aime bien faire ma balade, prendre l'air et tout. Je dis, j'ai trop envie d'aller marcher, viens, on va marcher, parce que là, je sens que ça tire de partout, j'en ai besoin. Il me dit OK. Et puis on commence notre petite balade sur notre rue obligatoire avant d'accéder au bord de la rivière. Et puis j'ai jamais vu le bout de la rue parce qu'on s'arrêtait tous les 20 mètres à cause d'une contraction. Et là, il me dit non mais quand même ça va pas être possible. Hein. On remonte. T'es sûr tu veux continuer ? On remonte à la maison parce que là je sens que ça se prépare vraiment. Mais j'aurais pas eu idée que ça soit pour ce jour-là quoi, vraiment pas. Donc on remonte, je fais mes petits étirements sur mon tapis de yoga, puisque tout le long de la grossesse, j'ai fait beaucoup de yoga prénatal, beaucoup d'étirements. J'avais bien conscience que le mouvement était une des clés, en tout cas, pour que... Oui, c'est ton métier aussi. Hein. Que ça se passe bien, oui, potentiellement aussi. Et donc du coup, voilà, je m'étire, je me mobilise, et puis je demande de temps en temps à Christian de m'appuyer sur ce bas du dos qui me fait mal quand ça arrive. Et donc là, c'est assez rigolo parce que lui, il n'a pas du tout notion de quand vient une contraction, quand est-ce qu'elle est terminée. Et Valérie nous avait bien dit, il faut que ça soit régulier, il faut, pour pas appeler, pour pas faire venir trop tôt. Et pas vous déranger trop tôt. C'est ça. Et donc du coup, je finis par me dire, là, je vais prendre un bain parce que j'avais lu plusieurs fois que de prendre un bain, soit les contractions continuaient et donc c'était le travail qui se mettait vraiment en place, soit ça s'arrêtait et c'était pas le moment. Donc je prends mon bain, mon chéri me prépare plein de bougies, petite musique et tout, la lavande pour que je me relaxe et tout ça. Et ma foi, les contractions, elles étaient bien là. et là, je lui dis non mais ça va pas être possible, je veux sortir de ce bain. En fait, j'étais pas à l'aise dans le bain et j'ai besoin de me mobiliser encore plus. Et puis lui, il préparait à manger, il voulait me faire notre petite soupe du soir, puisqu'on est en plein hiver, et que voilà. Et je lui dis, non mais là, j'ai vraiment besoin que tu appuies à nouveau sur... on avait appris les postures Bonaparte avec les points d'acupression, que vraiment, c'était une super méthode, vraiment, c'est trop bien. Et il y a des points plus sensibles que d'autres, et donc du coup, là, j'avais vraiment besoin de ces points d'acupression-là. Et puis lui, il vaquait toujours à son occupation de préparer le repas. Et je dis, non, mais en fait, là, il faut que tu viennes, il faut que tu m'aides. Et il me disait, mais dis-moi quand est-ce que ça commence, dis-moi quand ça finit. Je dis, mais tu le vois pas, tu vois pas ma tête, tu vois pas. Enfin bref, c'était assez rigolo. Et puis le temps passe un peu, et puis arrive, je crois, 7h30 à peu près. Je lui dis, juste, j'aimerais avoir l'avis de Valérie, parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose qui évolue je vais pas pouvoir continuer comme ça, j'ai besoin d'un soutien, mais je veux savoir d'abord si pour elle c'est le moment adéquat ou pas. Et donc là il appelle Valérie, pardon, et elle dit ok, on va pas tarder à venir, d'après ce que tu me dis, voilà. Et donc je crois qu'avec Valérie vous arrivez vers les coups de 8h, il me semble, 8h ou 8h30, un truc comme ça. Et pour la première fois, je lui demande un toucher vaginal parce que moi, je ressens le besoin de savoir si tout ce que j'ai fait avant porte ses fruits ou pas, quoi. Et là, elle me dit super gentiment, t'es en milieu de chemin, tout va bien. Donc moi, ça me rassure, je suis contente. Je suis très contente. Et puis, elle me dit quand même, on va faire une petite séance d'acupuncture. Et donc, comme nous, on est open à tout ça, super d'avoir... Tu sais quelle était la réalité, en fait ? Oui, je le suis après. Comme quoi, ça n'a
aucun intérêt de savoir la dilatation du col. Exactement. En fait, Parce pour que la petite t'étais histoire, j'étais à 3, c'était ridicule, mais elle avait conscience que si elle me disait que j'étais à 3, ça allait peut-être me bloquer. Non, Donc, et surtout voilà. qu'elle était hyper confiante. Mm. Même moi qui connais à quel point ça n'a aucun intérêt de savoir la dilatation du col, quand elle m'a dit ça, elle me l'a écrit sur un papier, genre discret, je l'ai regardée en mode « Ah ouais ok ». Et elle me regarde, l'air de dire « Non, franchement ça va, franchement ça va ». Et voilà, hyper confiante. Mm. Et franchement, Ouais, mais la suite c'est sûr. nous confirmera que ça n'a aucun intérêt de savoir la C'est dilatation du col. C'est ça, c'est vraiment psychologique, c'est dans la tête. Ça peut bloquer. Et moi, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin, alors que vraiment tout le long, zéro, quoi. Mhm. À aucun moment, j'ai eu besoin de savoir ça. Mais là, ouais. Et donc, elle me fait ces petits points d'acupuncture, qui a priori ont été ultra efficaces. Pour ouvrir le col. Ouais, et du coup, là, par contre, je sens que ça devient compliqué émotionnellement. Mhm. Si j'ai un souvenir bien présent, je sais que j'ai été en pleurs à un moment donné, parce que je sentais cette douleur dans le bas du dos. J'ai pas senti de contraction dans le ventre, et ça m'a perturbée, en fait. De sentir que cette douleur dans le dos, ça a détourné quelque part mon attention sur la douleur, alors que je m'étais ultra préparée pour que ça soit dans le ventre, quoi. Mais bébé, elle avait décidé de faire tout le tour avant de se préparer à enclencher tout ça. Et ouais, j'avoue que j'avais comme une sorte de petit moment de panique, quoi, où l'émotion, elle a pris beaucoup le dessus. Et là, Valérie me dit, si tu veux, la piscine est prête. Je pense que tu es prête à aller dans la piscine. Ça peut te faire du bien, ça peut te soulager plus. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'arrive plus à me mobiliser aussi. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui, qu'à ce moment-là de l'accouchement, je suis plus mobile. Je reste immobile sur le canapé avec les petites aiguilles. Et en fait, l'émotion prend le dessus sur le mouvement. Et le fait d'aller... donc je lui dis oui, ok, mais j'ai besoin d'aller faire pipi, en fait, trop besoin d'aller faire pipi, mais je veux pas aller faire pipi parce que j'ai peur que mon bébé vienne au monde aux toilettes, et je veux surtout pas qu'elle vienne au monde aux toilettes. Ça, c'est une sensation quand même horrible. Et elle me dit, mets les mains au cas où, et puis tu verras bien. Donc je fais ce que j'ai à faire, et puis on va dans la piscine. Et là, soulagement total, immédiat, quoi, la chaleur de l'eau. L'immersion du ventre dans l'eau chaude, c'est quelque chose. Ça fait du bien. Et puis là, c'était mon élément, en fait. J'avais besoin de retrouver l'eau, alors que le bain précédent m'avait pas fait du bien. C'était pas le moment, c'est exactement ça. Et du coup, ce qui était très appréciable, c'est de se sentir entouré, et en même temps, par le soutien de la voix. Je me rappelle encore très bien des mots que vous m'avez susurrés, que ça soit toi ou Valérie, au moment où voilà, moi je panique un peu et que je me dis là, ça va être compliqué. Voilà, juste le mot de fais-toi confiance, elle arrive, tout va bien se passer, tout est juste, tout est... C'était le moment où l'adrénaline débarque. Le moment où l'adrénaline débarque, parce qu'en fait c'était super rapide, et puis moi je sentais bien qu'elle arrivait, et j'avais une peur... je sais pas pourquoi, mais une peur de déféquer, et que ça empêche mon accouchement, et j'avais vraiment peur de ça. Alors, c'est un truc tout bête auquel on ne pense pas avant, parce qu'on se dit que la naissance, voilà, ça arrive comme ça, c'est peanuts. Mais en fait, non, inconsciemment, moi, c'était ça qui bloquait le fait de la mise au monde. Et en même temps, dès que je levais la tête, je tombais forcément sur un regard sécurisant, avec beaucoup de bienveillance, que ça soit mon chéri qui était en face de moi, ou toi qui étais juste tout près à côté, ou Valérie. Voilà, c'est cette ambiance-là, c'était presque une cérémonie. C'était une cérémonie, en fait. Pour moi, c'était une cérémonie. Tu t'es sentie comme portée un peu, ouais. C'est ça. On était dans la chambre d'Alma. Je me rappelle de cette grosse pénombre. Vraiment, c'était très feutré, avec beaucoup de respect. Et à chaque fois que je levais les yeux, voilà, il y avait soit un regard, soit une voix, soit tout simplement les images, les photos que moi j'avais préparées sur les murs d'Alma. J'avais besoin d'avoir
ma cohorte d'amis et de famille en photo, en me disant bon, je sais que je suis pas seule, je sais qu'ils sont là en fait, là. Fou, pardon. C'est ouais, c'était très émouvant là. Et oh pardon, je pensais pas que ça ferait ça. De se sentir portée, soutenue, et de savoir qu'on n'est pas ni toute seule et qu'on n'est pas la seule femme à enfanter à ce moment-là précisément. Il y avait une énergie, je sais pas, du sacré. Ouais, du sacré. T'as senti cette force autour de toi, en fait, cette confiance aussi qu'on avait en toi et ta capacité à le faire. Et... Ouais. Je sais pas, j'avais besoin aussi de parler à mon bébé beaucoup. Je sais que je lui ai beaucoup parlé, que j'avais, voilà, de lui dire que je la sentais, qu'il fallait qu'elle vienne là maintenant, que je l'ai senti descendre, chose que j'ai pas sentie pour Axel, et ça c'est juste fabuleux de voir qu'on fait une vraie équipe avec son bébé, qu'on est un vrai duo, et que malheureusement quand on est sur une table d'accouchement, on peut pas aider notre bébé. Alors que là, dans un accouchement à domicile, en tout cas, ou quand on est dans le mouvement, on accompagne notre bébé jusqu'au bout, on fait équipe avec lui, on est le plus beau duo du jour J, en fait. Parce qu'en fait, on structure, on peut avoir toutes ces... Ouais. Si on a ces informations-là, ces connaissances-là, on peut tout organiser pour... Alors oui, il faut travailler beaucoup l'endroit. Ouais, les gens. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible C'est possible aussi. Ouais. Et ça, je pense que ça a été le plus beau cadeau, en tout cas, pour cette naissance-là. De sentir mon bébé traverser mon corps, de le sentir dans son énergie, sentir qu'on peut être... qu'il y a plus grand que nous, en fait. Qu'il y a plus grand que nous, et à un moment donné, on sait qu'on maîtrise pas, et que c'est plus nous qui décidons, et qu'on peut juste accompagner par une présence, accompagner par de la voix, accompagner par du souffle, par du mouvement. Et lorsqu'Alma franchit le cercle de feu, ça je m'en rappelle très 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 bien, toutes ces étapes-là du vortex de la naissance qu'il faut connaître pour pouvoir enfanter de façon la plus sereine. Connaître toutes les étapes, c'est, me semble-t-il, la clé aussi pour ne pas paniquer outre mesure, pour ne pas changer d'avis sur notre projet au dernier moment, parce que, ou peut-être qu'on le fera, mais en tout cas en connaissance de cause. Et quand elle m'a franchi le cercle de feu, je disais à Valérie, non mais là je me fragmente, je sens bien que ça va tout, j'avais l'impression moi, que tout allait se casser. Elle m'a invitée à poser ma main sur sa tête. Voilà, sur sa tête. Et en fait, la poche des os n'était pas percée. Et donc, ça faisait comme un gros coussin. Un ballon. Ça, c'est magique. C'est juste fabuleux de dire mais bébé, je suis là, quoi. Je t'accueille là. Je t'accueille et tu peux franchir le cap. Et Alma est née dans sa poche des os. Elle a flotté gentiment. Et ça, c'était un beau cadeau aussi. C'était juste fabuleux. Une naissance que je souhaite à toutes les femmes, en fait. Une naissance que je souhaite. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta confiance en toi, sur la suite, ou est-ce que ça t'a donné une énergie différente, supplémentaire? Se sentir très forte. Voilà, de dire... en fait, j'ai accompli jusqu'au bout l'enfantement que je voulais avec mon bébé. Ouais, il y a un sentiment de force et de puissance qui est assez impressionnant. Au début, je me disais, ouais, tu te la pètes un peu, quoi. Mais grave. Mais toutes les femmes accouchent pour te la péter. C'est ça, mais... Ouais, non, un gros sentiment de fierté d'avoir su faire la différence entre douleur et souffrance. Parce que c'est pas de la souffrance d'accoucher. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était pas de la souffrance, c'était une très grosse douleur, une intensité énorme, mais pas de la souffrance. Ouais. Parce que je sentais mon bébé arriver, quoi. Je savais que la douleur, elle était pas vaine, elle était pour le plus beau des cadeaux. C'était pas une douleur subie. C'était pas une douleur subie, ouais, exactement. Et c'est pas comme chez le dentiste où, on n'a pas de cadeau à la fin. Là, on a le plus beau des cadeaux à la fin.
et de la voir, voilà, de la sentir contre soi. Valérie qui lui enlève sa petite cagoule de la poche des os, qui normalement est un signe de chance, je crois. Non, c'est très beau. Ouais, ça donne un gros sentiment de fierté, d'accomplissement de soi, d'être allé, d'accomplissement, de se dire, voilà, c'est jusqu'au bout, j'ai été présente et j'ai pu être là. Qu'est-ce qui a conditionné du coup ce sentiment de fierté, oui, d'avoir réussi ton projet, certainement, mais qu'est-ce qui a... Comment quels sont les éléments qui font que tu en es arrivé là, de se dire, ok, je suis fière, qu'est-ce qui t'a permis, quels sont les éléments réunis Alors très sincèrement, c'est toutes les recherches, toute l'information qui a été pour moi très sécurisant. Je savais que même s'il y avait quelque chose qui aurait dérapé au dernier moment, j'étais prête à aller dans n'importe quelle structure, parce qu'en fait Brignoles, c'était un choix parmi tant d'autres par rapport à des critères. Si on avait dû choisir en amont, c'est sûr, par exemple une césarienne, ça aurait été là-bas. Par contre, j'étais suffisamment armée pour accoucher n'importe où, parce que je sais que j'aurais pu faire valoir mes droits n'importe où. Parce que mon chéri aurait été suffisamment informé lui aussi. Vous avez été informés aussi ensemble, parce qu'on parle beaucoup de la méthode Bonaparte, on parle beaucoup des points, mais c'est une demi-heure sur plusieurs heures. En fait, c'est aussi beaucoup d'informations sur les droits de la femme qui enfante, et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est d'avoir réuni toutes ces informations-là aussi. Les cours de préparation que vous avez fait avec la sage-femme à différents endroits, les livres que tu as lus, t'en as pris, t'en as laissé, et tu t'es construit tout ça autour de toi. Ouais, mais c'était mon besoin à moi, peut-être que c'est pas le besoin de tout le monde, mais en tout cas, c'est sûr que la lecture diverse et variée est très enrichissante, que ça soit de l'accouchement naturel d'Ina May Gaskin au super Michel Audin, à Bernadette de Gasquet, enfin voilà, tout ce qu'on peut chercher au niveau de la physiologie quand on veut vraiment enfanter avec la physiologie pure et dure. Ça a été très enrichissant. C'est tout ce que j'ai pu lire, voir, tout ce qui m'a amené vers la méthode Bonaparte. Si on t'a choisi, au-delà du fait qu'on savait qu'on aurait l'écoute et qu'on aurait le soutien, le fait que tu te formes, toi, à la méthode Bonaparte et que tu la proposes, c'était quelque chose pour nous de super, parce qu'on sait que c'est une méthode qui fonctionne. Vous avez voulu rattacher un wagon supplémentaire et quelque chose qui vous a parlé sur le moment. Et vous aviez connaissance de ce que ça peut être important de s'enrichir, alors même que des fois, on ne sait pas ce dont on a besoin. C'est ça, c'est exactement ça. Et on le découvre au fur et à mesure de la grossesse. Souvent, les premiers bébés, les parents disent, mais en fait, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Et là, comme je savais tout ce que je ne voulais plus, il me fallait trouver tout ce que je voulais. Pour un deuxième, on a déjà tâté un peu le terrain. C'est ça. Donc, je dirais l'ultra-information, la pratique. L'ultra-information sans rester figé. Non. Ça, c'est important parce qu'on a déjà eu un témoignage où, quand on reste dans une seule et même dynamique, c'est l'ultra-information sur un éventail de possibilités. C'est ça. Et c'est en ça où le fait d'avoir eu cette interrogation à un moment donné de remise en cause de l'AAD a été très bénéfique. Ça, c'est... je pense que vraiment, il faut avoir plusieurs plans, même si ça ne nous plaît pas. Même si on n'a pas envie de se dire qu'on risque une césarienne d'urgence, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est une césarienne d'urgence, même si on ne l'aura pas. Mais juste au moins de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les options, qu'est-ce qu'on peut demander pour vraiment vivre l'accouchement en conscience. Bien sûr qu'il y a des options possibles. Voilà, ça, je pense que c'est important de ne pas rester que dans le côté tout joli, tout beau, ou de trop se laisser porter par des professionnels de santé. Il ne faut pas oublier que les acteurs, c'est quand même maman et bébé. Le reste, c'est du plus. C'est de l'accompagnement. Voilà, c'est du soutien. Donc, je dirais ça, le fait d'avoir été suivi tout le long en physique, d'être écouté, d'être reconnu, que toi, comme Valérie, connaissent notre histoire. Et du coup, d'un rendez-vous sur l'autre, ne nous disent pas « on en était où la fois dernière ?» Voilà, on connaît, il y a une vraie relation qui se crée. Et ça,
malheureusement, on l'a pas encore en structure, mais j'espère que ça viendra, qu'il y ait une personnalisation en fait de l'enfantement, du suivi de l'enfantement. Et après, ce qui renforce ce sentiment de fierté, c'est de voir que en réalité tout roule. J'ai pas eu d'hémorragie de la délivrance, c'est arrivé super vite parce que les conditions peut-être pour moi étaient juste top. Oui, parce qu'entre les 3 cm et la naissance, il y a eu genre quoi, 2 heures. 2 heures. Oui, c'est ça. Faut quand même le rappeler à tout le monde parce que bon, hein, donc 3 cm, ça veut rien dire quoi. On s'en fout. Ouais, ça, on s'en fout complètement, ouais. Mais le contexte, je pense qu'il y a énormément joué. Je savais que je pouvais me laisser aller. Et se laisser aller, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, d'où l'acte ultra intime d'enfanter. Et le respect qui nous est dû. C'est un acte pour moi c'est un acte sacré vraiment. Tellement. Ouais. Et puis d'enfanter à la maison, on a eu à s'occuper de rien. Vous avez tout géré avec Valérie. Rapidement, l'avoir l'empreinte du placenta de bébé, d'avoir un souvenir, c'est juste magique. Non, c'est une cérémonie à part entière, j'en reste persuadée. J'en reste persuadée. Et ça, c'est trop beau. Après, là où moi, j'ai pas préparé, c'était le postpartum, mais ça vaut un autre podcast. Exactement. C'est vrai. Mais l'enfantement, je pense que plus on arrive à être bien dans sa peau, bien écouté, bien entouré, et le chéri ou la chérie, là, pour le coup, c'est une équipe. C'est une équipe, ouais, une véritable équipe. Bon. C'est trop beau. Merci infiniment pour ce témoignage. Avec plaisir. Trop bien. C'était de revenir aussi sur ces souvenirs. C'était chouette. Ouais. Je pensais pas que ça remonterait autant. Tu vois, ça reste une naissance particulière, Alma. Ouais, elle reste Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.